Dans cet épisode, on va analyser en détail le principe de fonctionnement et l'anatomie d'un ancien processeur de minage de crypto-monnaie embarqué dans une clé USB spécialisée qui coûte aujourd'hui une cinquantaine d'euros et qui se connecte simplement au port USB d'un PC standard. On m'a fait parvenir une pièce qui devait être assez intéressante à analyser. Il s'agit de ce processeur, c'est un ASIC qui est destiné à miner de la crypto-monnaie via le port USB et il répond au nom de Nanofury NF1. Alors ce type de composant a été disponible à partir de 2012-2013, mais avec l'avènement des GPU, elles sont rapidement devenues obsolètes, bien qu'on en trouve encore sur eBay pour environ une cinquantaine d'euros. Celle-ci m'a été envoyée par un membre de bitcoinpool.fr qui n'en a plus usage, et pour cause, a priori elle ne fonctionne plus. J'avoue que jusqu'à présent je n'avais pas entendu parler, étant donné que le minage de crypto-monnaie ne fait pas vraiment partie de mes activités préférées. Donc ce que je propose pour cette vidéo, c'est d'une part d'analyser les composants du circuit, ensuite d'essayer de voir pourquoi elle ne fonctionne plus, éventuellement la remettre en état, et ensuite se concentrer sur le circuit intégré et analyser sa configuration au microscope. Et là, vous l'aurez compris, ça passe forcément par une extraction de la puce de silicium. Et en faisant quelques rapides recherches, j'ai découvert qu'il s'agit en fait d'un projet hardware open source hébergé sur GitHub et qui propose donc l'ensemble des schémas, des fichiers de design du PCB pour le logiciel KiCad, des documentations, des datasheets des composants, etc. Du coup, ça pourrait m'être très utile pour le cas où j'aurais besoin du schéma électronique pendant la réparation. On commence déjà par jeter un coup d'œil au circuit pour se rendre compte sur sa tranche qu'il est constitué d'une couche supérieure, d'une couche inférieure et d'un substrat au centre pour les maintenir plaqués. Et la particularité est que le dissipateur thermique, qui est ce gros bloc noir de la même largeur que le circuit, est de l'autre côté des composants, juste au-dessus du processeur. Passons en revue les composants qu'on peut trouver. Ils sont tous montés en surface, en commençant par ce MCP2210 en boîtier SOIC, qui est un convertisseur de protocole USB vers SPI avec GPIO, et qui, comme on le voit sur son schéma de principe à l'image, contient également une EEPROM de 256 octets. Juste au-dessus, on a ce qui ressemble à un résonateur céramique qui sert donc à cadencer le MCP2210 à une fréquence de 12 MHz. Si on suit le tracé des pistes en sortie de ce résonateur, elles sont liées aux broches 2 et 3 qui correspondent bien, comme vous le voyez sur le brochage. Et on continue, avec un gros plan sur la diode électroluminescente entourée de ses résistances, pas grand chose à dire, celle-ci est de couleur jaune. Et on a ici un autre boîtier HT-SOP de 8 broches. Difficile de lire la référence, mais si j'en crois le schéma, c'est un convertisseur buck qui est là pour convertir le 5 V de l'USB en tension plus faible pour le processeur alimenté en 1,8 V. Et juste à côté se trouve une inductance de 2,2 microhenry typique de ce que l'on trouve dans les micro-alimentations par exemple. Par contre, elle me paraît fissurée voire brisée. Et en effet, c'est bien le cas. Et ça m'étonnerait pas que l'une des causes du fait que cette Nanofury ne fonctionne plus viendrait de cette inductance détruite. Bon, on va y revenir. Et le composant le plus important est bien entendu cet ASIC Bitfury 5GH en boîtier QFN de 48 broches puisque c'est de lui dont il est question ici. La documentation sur ce circuit intégré est très rare et date de 2013, année de sa production. Je n'ai pu trouver que quelques infos éparpillées sur des forums ultra spécialisés russes pour la plupart, il est d'ailleurs d'origine ukrainienne. Il existe par exemple ce projet d'adaptateur pour le tester pendant la phase de développement d'algorithmes de hachage pour un logiciel, et le brochage a été défini comme ceci. Et on s'aperçoit que 35 des 48 broches sont assignées à son alimentation, ce qui en dit long sur sa consommation électrique. Et quand je vous expliquerai dans un instant son principe de fonctionnement, vous comprendrez pourquoi ça n'est finalement pas si étonnant que ça, et pour info, sa finesse de gravure est de 55 nanomètres. Revenons un instant sur cette inductance défectueuse, sans faire de recherche de panne plus approfondie, si elle est vraiment la cause du fait que cette Nanofury NF1 n'est pas active lorsqu'elle est branchée sur un port USB d'un PC, il suffit donc de la remplacer. Et ça tombe bien puisque j'avais exactement la même dans mon stock de composants, donc je peux le faire dans la foulée en utilisant ma station air chaud. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu à quoi ressemble une inductance SMD, la voici en très gros plan, et en plus cette cassure vous permet aussi de voir la bobine qui entoure le noyau en ferrite. La nouvelle a été facile à replacer, je n'ai même pas eu à rajouter de la soudure, ni même du flux, elle s'est recalée toute seule. Alors, concernant les performances et caractéristiques de l'ASIC, voici les données que j'ai pu trouver.
Il est capable de calculer environ 2,6 GHz par seconde, sa tension interne est de 0,835 volts, il consomme un peu plus de 2 watts et il est cadencé à 230 MHz, soit environ 11,63 H par Hertz. Bien entendu, les composants actuels pour le minage de crypto-monnaies sont beaucoup plus performants que ça puisqu'on parle désormais en TH et non plus en GHz, mais à l'époque, il faisait quand même partie des plus performants. Petite explication rapide de son principe de fonctionnement. L'algorithme exploité par ce composant est le SHA-256, très connu en cryptographie et aussi utilisé par le Bitcoin, et dont la fonction est de transformer une chaîne de caractères de longueur variable en chaîne de caractères de longueur fixe en notation hexadécimale. Eh bien, la fonction de ce composant est de ne faire que ça, par contre, il le fait sans erreur et très vite, environ 2 milliards de fois par seconde. Et pour arriver à de telles performances, il va devoir paralléliser ce calcul à travers plusieurs centaines de noyaux qui vont chacun avoir la tâche d'exécuter l'algorithme SHA-256 sur les valeurs qu'ils reçoivent en entrée et de renvoyer la valeur qu'ils ont calculée en sortie. Et pour schématiser son principe, le module de contrôle de l'interface série reçoit les données du MCP2210 et les dispatche vers les gestionnaires de tâches. La fréquence d'horloge externe est prise comme référence et démultipliée pour cadencer les cœurs de hachage. Un module est dédié au calcul et à la gestion du nonce qui est indispensable pour l'authentification finale. Les centaines de cœurs de calcul reçoivent les données à traiter à partir des buffers de tâches, puis remontent les résultats vers le buffer du nonce pour authentification. Une fois que la chaîne est valide, ça repart vers le contrôleur de l'interface série qui renvoie les résultats vers le MCP2210 qui les renverra à son tour au CPU du PC via le port USB. Bon, avant de décortiquer l'ASIC, je vais voir si le remplacement de l'inductance a pu réanimer cette clé et ce multimètre USB va nous permettre d'avoir quelques mesures rapides. Alors déjà Windows détecte qu'un périphérique vient d'être branché et on a une petite consommation de courant de 15,6 mA. Voyons si cette NF1 est détectée dans le logiciel de minage multimineur. Et oui, elle est apparemment bien prise en compte et si je double-clique dessus, on a ces caractéristiques qui s'affichent à droite. Bon, bien entendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas chercher à miner du Bitcoin maintenant, déjà parce que je n'ai pas de portefeuille, mais surtout parce qu'on n'est plus en 2013 quand c'était encore accessible aux particuliers. Voilà, et avant de s'attaquer à l'analyse de la puce du processeur, je vais décoller le dissipateur thermique, non pas que ça soit nécessaire, mais plutôt pour voir avec quoi il a été fixé au PCB. Et en fait, c'est une sorte d'adhésif double face assez fort, qui s'est un peu rigidifié avec le temps et sans doute la chaleur. Bref, voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a entièrement retiré. Il est maintenant temps de s'intéresser au circuit intégré qui est dans le boîtier de cette ASIC et de l'extraire en le gardant intact pour l'analyser. Donc ça commence déjà par le retirer du circuit. Je vais faire cette extraction avec un mini chalumeau pour consumer l'époxy du boîtier depuis l'arrière. Et après ça, s'il reste des résidus organiques, je plongerai la puce dans de l'acide sulfurique concentré et chauffé à 140 degrés pour les éliminer. Le principe ici est de porter le boîtier qui est fait de polyépoxyde à une température extrême pour briser sa structure moléculaire et la fragiliser au point de se désagréger. Ça évite souvent d'avoir recours à des produits chimiques dangereux et toxiques comme l'acide sulfurique, mais parfois il reste des résidus d'époxy et l'acide est quand même nécessaire pour les dissoudre. Donc la fragilisation est entamée. La puce de silicium est encore plaquée contre ce morceau de boîtier, mais ça ne devrait pas durer. Ah, ben voilà, ça a été très efficace cette fois, l'époxy s'est carrément fait éjecter. Voilà donc le circuit intégré en silicium, que je plaque sur le bout de mon petit doigt pour que vous ayez une idée de la taille d'une puce de 3,8 mm par 3,8 contenant quelques millions de transistors. Et avant de l'inspecter au microscope de surface, je lui donne un petit bain aux ultrasons dans de l'acétone pour finir de le nettoyer. Alors si vous avez vu certains de mes précédents épisodes dans lesquels j'analyse un circuit intégré, il est parfois arrivé que la circuiterie soit cachée par un maillage sur sa couche supérieure qui recouvre toutes les couches inférieures dans le seul but de les masquer pour ne pas qu'elles soient révélées au grand jour par une simple inspection au microscope. Et bien ici on pourrait penser que c'est aussi le cas, mais en fait ce que vous voyez là n'est pas un de ces maillages mais juste le réseau de distribution du courant pour l'ensemble des sous-couches de transistors. Il faut se rappeler que les 3/4 des broches de ce processeur sont destinées à distribuer le courant au circuit, avec pour conséquence de nous cacher la vue sur les couches inférieures. Du coup, pour voir les transistors, il faudrait retirer cette couche de métal et vous imaginez bien que c'est pas simple, surtout sur une puce de 14 mm². Là je viens de zoomer pour passer un grossissement 400 fois et ça nous permet de voir un bout de ce qui est sous ce réseau de nanolamelles métalliques qui servent à dispatcher le courant. D'ailleurs, on peut aussi en profiter pour les voir plus en détail, chacune d'elles ne fait que quelques micromètres de largeur. Ça c'est un des plots de connexion sur lesquels est rattaché un fil d'or qui fait le pont avec une des broches. Ici on en a un second. Je rappelle qu'il y en a 48 en tout répartis tout autour de la puce.
Donc on est revenu à notre point de départ, et on va zoomer ici au maximum des possibilités de mon microscope, c'est-à-dire 800 fois, et on aperçoit au loin une minuscule partie d'un réseau de transistors, mais malheureusement, en l'état, on ne pourra pas en voir plus tant que la couche supérieure n'est pas retirée pour nous permettre de voir les couches inférieures. Je rappelle aussi que la finesse de gravure de ce circuit intégré est de 55 nanomètres, ce qui est bien au-delà des facultés optiques de mon microscope pour distinguer les transistors, comme il permet de le faire par exemple sur un circuit intégré d'il y a 20 ans. J'ai découvert que les gars du site internet Septobar avaient pu retirer cette couche métallisée, et voici ce que ça donne sur cette image prise au microscope. Mais sur ce cliché, même en zoomant à échelle 100%, on a encore beaucoup de mal à distinguer les réseaux de transistors qui constituent chacun des cœurs. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'informations sur le nombre précis de cœurs parallèles qui sont implémentés dans cet ASIC. Cette portion de circuiterie que je montre avec la flèche verte est sans aucun doute le bloc de gestion de l'alimentation régulée, l'interface série et l'oscillateur interne qui transforme la fréquence qui lui est passée en externe en 230 MHz pour les cœurs. Et voici à quoi ressemble une partie de la matrice des cœurs logiques dans lesquels l'algorithme SHA-256 est câblé en dur. Chacun d'eux est constitué de milliers de transistors, et comme vous le voyez, cette matrice est parfaitement alignée sous la forme d'une grille alimentée par des dizaines de rampes de courant qui les surplombent. Et en parcourant la surface de la puce, je suis tombé sur cet étrange symbole en forme de fleur et gravé sur la couche supérieure métallisée. Voilà, je pense que ça sera difficile d'en savoir beaucoup plus, en tout cas vous voilà un peu plus éclairé sur la question des ASIC de minage SHA-256. J'espère que vous aurez apprécié de visionner cet épisode autant que j'ai eu plaisir à le faire, et si c'est le cas, n'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu. A bientôt!